Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis, et bienvenue dans Popcorn Aigre Doux, votre émission mensuelle où deux amis, Nous deux. parlons de sujets de société à travers des films. Alors Louis, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Popcorn Aigre Doux, juste nous deux. Eh ben c'est vrai, le dernier épisode qu'on a fait c'était avec le scénario du pire, et je pense que l'épisode d'avant remonte à fin août avec Nope de Jordan Peele et les invasions extraterrestres. Ouais, c'était très chouette. Celui-là et celui avec le scénario du pire sur les fantômes qu'on vous encourage aussi d'aller écouter. Ah ouais, qui était super bien. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Louis ? Et ben du coup on va parler de multivers. Ouh. C'est-à-dire les univers parallèles, les univers multiples ou les multiples univers, peu importe l'acceptation qu'on en prend, c'est bien de ça dont il s'agit, des univers où il se passe à peu près la même chose que dans notre univers mais de manière un peu différente ou complètement différente, c'est à voir. C'est ça, on a eu envie de vous parler de ça après avoir vu le film Everywhere, Everything, All at Once. Ouais. Everything, Everywhere, All at Once. At once all. Bon, alors comme d'habitude, on va commencer par un petit topo savant. C'est parti. Ah, les multivers. Depuis quelques années, j'ai l'impression de n'entendre plus que ça. En même temps, ça n'est pas complètement étonnant. Quelques œuvres populaires ont vraiment démocratisé cette notion, que ce soit le Marvel Cinematic Universe, avec les Doctor Strange, ou encore Rick et Morty. Mais c'est quoi finalement le multivers ? Retour vers le futur, le passé. On retrouve déjà dans quelques œuvres antiques et médiévales des notions d'univers multiples, que ce soit par le côté en parallèle, c'est-à-dire que bon, c'est à peu près la même chose mais ça se touche pas, ou par le côté, il y a une infinité de mondes dans notre univers, et donc finalement, puisque c'est infini, potentiellement tout existe en même temps. Dans le lot, il y a le très novateur Giordano Bruno, qui au XVIe siècle déjà proposait une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. Alors, par éther, il faut comprendre le vide de l'espace, bien sûr. Pauvre Giordano, il a fini brûlé vif pour ses écrits, ce qui est éminemment tragique. Et oui, il fait pas bon d'être un scientifique innovant au XVIe siècle, n'est-ce pas Galilée ? En effet. Pour les multivers qui nous intéressent, c'est plutôt le bouleversement de la physique quantique qui remet les choses en perspective, au début du XXe siècle donc. Comment expliquer déjà que des règles de physique différentes semblent s'appliquer dans l'univers macroscopique, c'est-à-dire notre univers, notre échelle à nous avec la gravité, etc., et à l'échelle de l'atome ? Et ensuite, comment expliquer qu'une particule puisse être dans deux états distincts en même temps ? On va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est exactement l'enjeu du chat de Schrödinger. Une particule qui est en même temps dans deux états et qui pourtant se fiche dans un état quand on l'observe. C'est sur cette base théorique que le physicien Hugh Everett propose une multitude d'univers dans lesquels les particules se figent à des états distincts parce que des observateurs différents poussent à décider d'un état. Et petit à petit, de nouvelles théories viennent à éclore. Univers infini dont nous n'avons que la connaissance d'une autre. Bulles d'univers avec chacun leur particularité physique. Ou le multivers de Hugh Everett, où à chaque fois qu'une particule décide d'un état sous l'observation d'un tiers, un nouvel univers est créé. Rassurez-vous, et pour le plus grand plaisir des littéraires qui nous écoutent, Perrine notamment, il n'a pas fallu attendre les théories de Hugh Everett pour que se développe l'idée d'univers parallèle, notamment avec le voyage dans le temps et le paradoxe du grand-père. En effet, imaginez-vous. Vous remontez le temps de quelques dizaines d'années. Allez, on va dire, 50 ans, 60 ans. Vous faites votre vie dans le passé donc et vous tombez sur une charmante personne qui vous fait de l'œil. D'abord un premier encart, puis un premier baiser, et là c'est l'amour fou. Consécration dans un lit, je vous fais pas de dessin, grossesse, naissance, l'enfant grandit, et vous décidez finalement de retourner dans le présent. À votre retour, vous tombez sur une vieille boîte à chaussures dans un grenier contenant de vieilles photos de famille que vous n'avez jamais vues parce qu'on vous les avait jamais montrées. Et surtout des photos de vos grands-parents. Et là, stupeur, vous voyez sur la photo vous-même et vous réalisez que vous êtes votre propre ancêtre. Bon, jusque-là, l'histoire est dégueu. Mais surtout, si vous êtes votre propre grand-père ou grand-mère, qui a été le premier vous-même à devenir votre propre ancêtre ? Et oui, là ça coince. On tourne un peu en rond, et donc arrive l'univers parallèle qui résout tout. Dans un univers, vous avez un aïeul qui n'est pas vous, et votre voyage dans le temps crée un nouvel univers parallèle où vous êtes votre propre aïeul. D'ailleurs, félicitons-nous. Le paradoxe du grand-père est une invention française, monsieur Cocorico.
dont on trouve la trace dans Le Voyageur imprudent de René Barjavel, un formidable auteur de science-fiction. Surtout, les multivers offrent un outil génial pour tout créateur d'histoire. Puisque des univers parallèles existent, on peut tout faire, mais avec les mêmes personnages et expliquer les incohérences qui pourraient exister par des univers parallèles justement. Et même encore plus fort, on peut prétendre que des histoires de fiction avec, des vampires par exemple, Oui. comme dans Buffy, eh bien se passent dans un univers parallèle au nôtre. Et voilà, les problèmes de cohérence réglés et le Buffyverse est créé. Le multivers peut aussi devenir objet en lui-même d'intrigues particulières, comme dans les séries Fringe ou Rick et Morty. Les univers parallèles justifient des intrigues qui questionnent les personnages sur leur propre identité d'une façon nouvelle. On voit même ça apparaître dans Spider-Man par exemple, où soudainement les changements d'acteurs qui ont eu lieu dans les 20 dernières années au cours des différents reboots de la série trouvent une justification dans la diégèse du film, dans l'univers du film, parce qu'il s'agissait en réalité d'univers parallèles depuis le début. J'ai hâte de voir les différents James Bond se réunir, moi. Oui, en effet, ça pourrait être marrant. Malgré tout, ce qu'on peut retenir dans toutes les histoires d'univers parallèles dans la fiction, c'est que les avancées scientifiques permettent d'ouvrir de nouveaux imaginaires jusqu'ici insoupçonnés. Et même réciproquement, pour faire de la recherche fondamentale, eh bien, il faut être pourvu d'imagination, et les imaginaires nourris des univers parallèles fournissent eux-mêmes des points de départ pour faire avancer les connaissances. Et ça, je trouve ça beau. Alors maintenant, on va parler du film Everything Everywhere All at Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, qui est sorti le 31 août au cinéma. Exactement, et qu'on a vu, nous, à peu près dans la foulée, début septembre, quelque chose comme ça ? Oui, tout à fait, et c'est un film qu'on a beaucoup apprécié. Exactement, alors comme d'habitude, on ne va pas divulgacher le film, on va s'en tenir à ce qu'on voit dans la bande-annonce, se dire quand même déjà pas mal de choses, au moins sur le concept du film, qui est celui qui nous intéresse ici, dont on va pouvoir parler un peu en profondeur, qui est juste, il y a une infinité d'univers et il y a des personnages qui semblent être en capacité de s'imprégner de ces différents soi-même dans des univers différents et le film est vraiment super cool. Oui. Alors, tu vois, tu parlais de divulgachage, je dirais que pour le coup, c'est un film qui est aussi un peu difficile à divulgacher parce que même raconter l'intrigue du film, vu que c'est assez explosé sur tous ces multivers, c'est difficile justement. Donc vous êtes safe. Si vous n'avez pas encore vu le film, par contre, on vous encourage à aller le voir. Exactement. Mais oui, t'en as pensé quoi toi du coup de Everything Everywhere All at Once ? Alors, moi j'ai beaucoup aimé la direction artistique de ce film et surtout le fait que le film s'autorise vraiment à jouer à fond les ballons avec cette idée de multivers, c'est-à-dire des univers où il peut y avoir une version de vous-même qui a pris des choix différents dans la vie et du coup ça a mené à des chemins de vie très différents, mais parfois c'est même les règles de la physique ou l'univers qui est juste complètement barré. Et j'ai vraiment eu le sentiment que les réalisateurs et les gens qui ont travaillé sur ce film se sont vraiment amusés avec ce concept et ont essayé de le pousser jusqu'au bout. Ouais, enfin, je dirais pas jusqu'au bout, parce que... Non, plutôt jusqu'au bout de leurs idées. Ouais, jusqu'au bout de leur rigolade, quoi. Oui. En tout cas, ils se sont bien marrés avec et ils se sont pas trop freinés dans leur truc. Je pense qu'il y a de toute façon, comme d'habitude, plein d'idées qui sont pas retenues. Mais j'irai pas jusqu'au bout parce que le concept peut pousser encore, même juste par rapport au concept du film, ça pourrait être poussé dans un moment tellement plus loin. Mais oui, je trouvais ça assez cool aussi parce que d'un point de vue narratif, c'était un peu neuf par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans l'utilisation des univers parallèles, où c'est plutôt ou utilisé pour justifier des trucs un peu nulos, ou pour faire des clins d'œil marrants, comme dans Spider-Man No Way Home. C'est celui-là, hein ? Oui. Où ils se retrouvent tous les trois. Ou d'ailleurs, ils voulaient pas dire. C'était hyper bizarre, la communication sur ce film, où ils voulaient pas dire qu'ils se retrouvaient tous les trois dans le film, alors que, évidemment, ça n'avait aucun sens. Tout le monde a deviné depuis longtemps, et ils voulaient juste pas dire, c'était hyper bizarre. Oui. Mais c'est souvent utilisé de cette manière-là, ou utilisé dans des endroits un peu plus longs, comme, je pense à Rick et Morty, parce que ça tourne aussi pas mal de ces intrigues autour de ces univers parallèles, et de l'impact que ça peut avoir sur les personnages, et ça justifie aussi absolument tout et n'importe quoi. Et du coup, ils peuvent s'autoriser une espèce de créativité sans limite par rapport à ça, parce qu'ils peuvent tout faire, parce que techniquement tout existe. Et je trouve que là, dans un seul film, vraiment de centrer son intrigue autour de ça, en plus avec des clins d'œil assez marrants, à des références de la culture populaire nord-américaine, etc. C'est assez... J'avais jamais trop vu ça encore, et ça m'a fait un impact assez fort, moi. Ouais. Je trouve aussi, tu vois, par contre, une thématique récurrente dans
ces films et séries autour du multivers, c'est vraiment la question du choix et du regret, parce que justement le multivers, ça te permet de voir qu'est-ce que ma vie serait devenue si j'avais, par exemple, décidé de rester avec mon amour de jeunesse, ou si j'avais accepté ce job qui avait l'air super bien sur le papier, mais qui m'a fait un peu peur. Mister Nobody, arrête de raconter les intrigues des autres films. Je l'ai même pas vu, mais je sais que ça parle de ça. Non, mais du coup, ça permet d'ouvrir un peu cette fenêtre, de dire voilà ce que tu serais devenu et est-ce que tu continues à ressentir du regret par rapport à ça ? Ouais, oui. Et puis ça pose, et la question du choix aussi dans la possibilité de ne pas avoir à choisir. J'ai trouvé, c'est vraiment une thématique centrale en plus autour de ce film-là où c'est possible du coup pour des personnages de pas avoir à choisir parce que tout en soi est possible et switcher de l'un à l'autre, et ça pose des questions vraiment intéressantes d'un point de vue des personnages quand soi-même on traverse des phases de doute, faut trancher, c'est un peu la joie et le problème fondamental de la vie, c'est que on peut pas tout faire en même temps et qu'à un moment donné faut choisir et prendre une direction, et ne pas choisir est en soi un choix. C'est le choix de pas choisir, mais en fait ça de toute façon force des directions spécifiques. Et le film aussi joue pas mal autour de ça. Auprès notamment, je trouve qu'il y a un discours aussi auprès d'une certaine jeunesse désœuvrée dans l'Amérique contemporaine qui arrive pas à trouver sa place. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça intéressant. Et je trouve même dans la façon dont ils ont créé le film, il y a un côté où ils se sont autorisés. C'est ce que je disais au début, d'aller au bout de certaines de leurs idées et de pas trop choisir, quitte à ce qui est parfois un peu de longueur. Tu vois, moi il y a des séquences que j'ai trouvées un peu trop longues parce que justement je trouvais que ils allaient trop dans leur délire. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que tu vois ça de moins en moins souvent au cinéma, enfin je trouve dans les films comme ça un peu à succès populaire. Je trouve les choses très calibrées pour que ce soit le plus chute d'anneau par terre. Je trouve que c'est très calibré pour que ça ait l'impact maximal, pour que ça ait le divertissement maximal. Et là, forcément, le film, Everything Everywhere All at Once, cherche à être divertissant, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté un peu, on a envie de faire ça, donc on va le faire jusqu'au bout, et puis c'est pas grave si ça part en longueur et que ça perd un peu les gens au passage. Ok, mais je suis d'accord avec toi sur le film en tant que tel. Après, je partage pas forcément ton constat sur l'état du cinéma aujourd'hui. Ok. Je trouve, moi, depuis 6-7 ans, au contraire, retrouve une forme de vitalité. Alors ça se polarise aussi, parce qu'il y a des films à énorme budget. On parlait de Marvel, mais Marvel, c'est ça. Oui. C'est devenu une espèce de franchise énorme avec des sorties délirantes qui font des scores au box-office, etc. Et des modes de production aussi qui sont bien particuliers et pas si évidents que ça. Malgré tout, je trouve qu'il y a une vraie scène indépendante qui a plus de moyens qu'avant, qui est capable de proposer des films. Aussi parce que les moyens pour faire un film sont plus contraints. On peut faire aujourd'hui des effets spéciaux de qualité à des prix réduits qu'on peut retrouver du coup dans un ensemble d'œuvres qui avant étaient juste pas possibles et c'était complètement exclu de ça. Je trouve qu'aujourd'hui ça s'autorise. Il y a aussi une plus grande indulgence à des effets spéciaux, pas forcément, ce qui est pas le cas dans ce film-là, mais pas forcément 100% réussi dans des productions indé par exemple, où ça se voit que c'est de la 3D pas super belle, mais il y a une acceptation de ça. De plus en plus, et du coup je trouve ça mais je trouve qu'au contraire il y a une assez bonne vitalité du cinéma. Oui, alors juste pour préciser, moi je parlais vraiment du cinéma un peu blockbuster. Mais moi je qualifierais pas forcément ce film de blockbuster. Non, c'est pas un film de blockbuster, mais il a eu un succès populaire, en tout cas en Amérique du Nord, ce qui lui a permis justement de sortir en salle en France, qui était comparable aux gros blockbusters. Ouais, mais je trouve que t'as toujours eu des films indés qui ont eu des grands succès, tu vois, et qui connaissent une sortie en salle. Enfin, tu vois, notamment en France, mais même d'une manière générale. La France programme quand même beaucoup de films et a une vraie culture du cinéma encore aujourd'hui. Mais tu vois,
Ils sont nombreux quand même les exemples. Chaque année, t'as quasiment un film américain indépendant qui connaît un grand succès au box-office et qui sort, que ce soit parce que c'est drama, parce que c'est populaire, parce que c'est comique. Oui, ou que ça a juste été sélectionné aux Oscars. Souvent, c'est aussi le truc. Oui. Mais non, Sundance, enfin tu vois, et je trouve que malgré tout, tous les ans, t'as quand même on a droit à notre film, tu vois. Pour prendre juste en plus l'exemple du cinéma américain, on a droit à notre film indépendant qui connaît un énorme succès populaire, enfin un bon succès populaire, forcément énorme, à des degrés divers. Celui-là, c'est un exemple particulièrement marquant, mais ouais, Non, mais moi, après, voilà, c'est ma perception, je te dis, c'est par rapport aux dernières années, quand je suis allé au cinéma, j'ai pas eu le sentiment de voir des films avec une telle liberté de jeu pour les créateurs. Voilà. La messe est dite. Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Hein. Dites-le en commentaire. Du coup, Louis, est-ce qu'il y a d'autres films ou séries qui t'évoquent le multivers ? Eh ben oui, justement, moi, ce qui me faisait pas mal penser à ça, je trouve que Everything Everywhere All at Once, pour moi, n'aurait pas existé si Rick et Morty n'existait pas. J'ai vraiment reconnu. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Je sais pas du tout dans la manière dont le film a été fait, si ça, l'influence que ça a eu ou pas. Mais dans l'utilisation de certains gimmicks narratifs liés au multivers, j'ai vu des trucs que j'avais vus pour la première fois avec Rick et Morty, et qui ont été utilisés presque tels quels dans ce film-là. Du coup, y a évidemment Rick et Morty qui a eu un gros impact aussi dans cette acceptation-là. Et je trouve que Rick et Morty s'amuse aussi par ce côté série à mélanger différents types de multivers, que ce soit celui vraiment des univers bulles ou ceux de Hugh Everett, peu importe, enfin, mais des choses où parfois les règles de la physique sont différentes, parfois c'est les mêmes, mais en gros on se retrouve à une même timeline et on arrive où les gens ont eu des vies différentes. Oui. Mais ça mélange aussi ce côté où l'utilisation des univers et du coup des univers parallèles dans un but narratif. De proposer une cohérence globale, d'expliquer une cohérence globale qu'on peut retrouver dans une saga, par exemple, à travers l'utilisation de par exemple, Pokémon ou Zelda. Oui. La série de jeux Zelda, ça se passe manifestement dans le même univers, c'est plus ou moins tout le temps la même histoire, avec des petites divergences, avec les mêmes personnages, et on pourrait justifier ça comme si ça se passait. D'ailleurs, il y a des grosses problématiques de chronologie dans la saga. Et d'ailleurs, ils finissent par utiliser cette acceptation géniale d'univers parallèle, y compris pour justifier eux-mêmes leur propre chronologie. Oui, et ça a été fait après coup, justement. Non, mais bien sûr. Mais je trouve que ça, tu vois, moi, je vois beaucoup d'exemples comme ça d'univers de saga qui utilisent les multivers pour justifier une cohérence, où manifestement on voit bien que ça appartient dans le même univers ou mais on explique les différences par des univers parallèles. Mais c'est vrai que c'est marrant, un peu cette idée d'utiliser l'argument du multivers pour promouvoir une espèce de cohérence. Non, mais regardez n'importe quel article ou vidéo sur la chronologie de Pokémon et on y passe forcément, quoi. Et pour tout et n'importe quoi, que ce soit Silent Hill, Zelda, enfin n'importe quelle saga. Ouais. Dès que t'as sauf si c'est une chronologie qui est très établie, la case multivers, quoi. Ouais. Et toi ? Moi, les univers, les multivers ou les univers parallèles, c'est vrai que j'ai bien aimé la façon dont ça avait été exploré dans la série Fringe. Bon, je spoil un petit peu, mais c'est une série suffisamment vieille pour spoiler, parce que en fait, tu comprends qu'il y a des univers parallèles qu'à partir de la fin de la saison 1. Et c'était intéressant comment, en fait, la rencontre entre ces deux univers donnait lieu à une espèce de conflit un peu géopolitique, tu vois, entre deux univers parallèles qui essaient de survivre, et comment cette rencontre est en fait plus destructrice qu'autre chose. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, même si la série est assez inégale. C'était un concept que j'avais bien aimé, et moi je me souviens aussi beaucoup d'une série de romans qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. C'est la série À la croisée des mondes, His Dark Materials en anglais, de Philippe Pullman. De Philippe Pullman aussi, qui traite énormément de mondes parallèles.
et de voyage entre ces mondes parallèles. Et de l'adolescence, et de la question du choix. Ça, par exemple. Et de la liberté individuelle. Non, mais d'ailleurs, il y a une adaptation en série par HBO et BBC qui est pas mal. Là, il y a la dernière saison qui va bientôt sortir, donc j'ai hâte de voir ça. Mais ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup influencé mon imaginaire quand j'étais jeune. Un peu cette idée que tu peux d'un coup basculer dans un monde totalement étranger au tien, où t'as par exemple des animaux qui parlent, les morts qui sont là, ou des trucs complètement fous. Moi, ça m'a beaucoup fait rêver. Ouais. Moi, ce que tu me racontais sur Fringe, j'avais pensé un peu à Tales of Symphonia. Ok, j'ai pas joué, c'est un jeu vidéo. Ouais, mythique jeu de l'époque GameCube PS2. Ouais. Dont il y a un remaster d'ailleurs qui sort dans pas si longtemps que ça. Où l'intrigue justement est composée de ça, où il y a deux mondes dans lequel, quand il y a un monde qui est en croissance, l'autre est en déclin. Et il y a toute une ritualisation autour d'élus qui doivent faire des rituels particuliers pour passer le monde de l'un en déclin pendant que l'autre croît, etc. Et toute une intrigue autour de ça. Et du coup, de deux mondes parallèles qui sont interdépendants et qui est assez intéressante aussi dans ce sens-là. Un film indépendant que je recommande sur cette idée d'univers parallèle, c'est Another Earth, donc une autre Terre, qui suit le destin d'une jeune femme qui a un accident de voiture assez tragique. Elle tue une famille. Et un jour, il y a le double de la Terre qui apparaît dans le ciel. D'un coup, comme ça. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'il y a du coup vraiment un double de notre Terre, mais où les choses sont différentes. Et il y a une espèce de concours pour essayer de gagner un ticket pour aller dans la première navette spatiale qui va se rendre sur cette autre Terre. Ok, trop marrant. Et du coup, c'est plutôt un film dramatique, tu vois, en fait. Bon, à part l'effet spécial de la Terre, du double de la Terre qui est dans le ciel, il n'y a pas grand-chose de super science-fiction, mais c'est vachement intéressant. Pour le coup, sur le côté drame humain, un peu les questionnements que ça peut soulever, je le recommande. Ouais. Moi, une des premières confrontations avec les univers parallèles dans la fiction, c'est dans Dragon Ball, dans tout l'arc de Cell, où ça commence parce qu'il y a un Trunk du futur. Trunk, c'est un des personnages qui est un tout bébé à ce moment-là, qui vient de naître, dont on sait pas d'ailleurs qui est le père, etc. On va vite savoir, qui est en fait un des personnages principaux, mais peu importe. Bref, t'as ce personnage dans le futur qui vient et qui dit, alors voilà, moi je viens d'un univers où la planète a été ravagée par un monstre qui s'appelle C17 et C18, par deux monstres, et donc du coup il faut que vous m'aidiez à détruire le laboratoire du professeur machin avant que tout ça commence. Et en fait on découvre qu'il y a en gros 4 timelines différentes, et dont 2 ça s'est très mal terminé, une ça s'est vraiment mal terminé mais pas très très mal, et une qui est celle où on suit les héros et qui est vraiment intéressante, où tu suis tous ces trucs là avec des personnages qui reviennent dans le passé et ça crée différentes, enfin c'est assez chouette. Ouais. C'est vrai que c'est souvent lié au voyage dans le temps, ces trucs. Doctor Who d'ailleurs évite la question à chaque fois en disant, alors attention, si tu voyages dans le temps et que tu te retrouves face à toi-même et que ça fait un changement, ça crée un paradoxe qui va détruire l'univers. Du coup, le problème est réglé. C'est genre, ça n'est pas possible. Mais ce qui était pas mal aussi, c'est, tu te souviens de cet épisode de Simpson, Treehouse of Horror, celui où il y a Homer qui essaie de réparer le grille-pain et qui le transforme en machine à remonter le temps. Ouais. Qui est assez drôle, et justement où en fait il essaie de rentrer dans sa timeline, mais à chaque fois qu'il remonte genre à la préhistoire, genre il écrase un moustique et ça crée des trucs complètement fous. C'est assez drôle. Ouais, c'est assez marrant. Oui, ou d'ailleurs à un moment donné il est dans une espèce de manoir où tout le monde est gentil, etc. Et il dit, servez-moi un donut, et ils font, mais on ne sait pas ce que c'est que les donuts. Du coup il s'enfuit en Roland et en fait il s'aperçoit qu'il pleut des donuts. Oui. C'est genre la terre parfaite pour lui. Mais dans ce type-là d'ailleurs, on pourrait pas se parler d'univers parallèle. Il y a l'effet papillon. Oui. Qui est un film sorti dans les années 2000. Ouais.
des années 2000. Ouais, avec l'ex-mari de Demi Moore, là, comment il s'appelait? Ashton Kutcher, Ouais, merci. qui est le mari de Mila Kunis. Ok. Et qui est pas mal, et où d'ailleurs en plus t'as plusieurs fins, t'as une fin cinéma, une fin vidéo qui se termine pas exactement de la même manière, mais justement où lui il remonte dans le temps et il peut modifier des endroits très précis du passé et ça a des répercussions complètement hyper importantes dans sa vie au quotidien et qui est un film très cool. Ouais. En fait, voilà, ce qui est intéressant dans le multivers, c'est justement quand il y a la rencontre entre ces univers qui se choquent. Oui, non, et puis s'entrechoquent. quel formidable outil narratif. D'ailleurs, oui. je pense que si on le voit apparaître aujourd'hui, c'est déjà parce que on est toujours plus en capacité de produire, qu'à un moment donné, produire avec les mêmes licences offre des intérêts indéniables en termes de marketing, etc. Et d'imaginaire, parce que les imaginaires sont déjà construits et en place. Et donc, c'est juste formidable d'imaginer ça, quoi. Puis même avec toute la mode des reboots et tout ça, il y a un moment, t'es obligé de passer un peu par ça. Non, puis qu'à Spider-Man, par exemple, c'est tout, alors que c'était jusqu'ici des reboots, quoi. C'est juste, on refait la série de films avec d'autres acteurs, on se pose pas la question, et tout à coup, en fait, ça devient partie d'un multivers, etc. Et chaque multivers porte son nom. Alors, c'est le Spider-Verse pour Spider-Man. Ouais. Et qu'en fait, chaque acteur est en fait lui-même un vrai Spider-Man. Oui, non, mais c'est ça. C'est le souci d'authenticité dans le multivers. Mais c'est vrai que je réfléchissais à ce que tu disais sur Rick et Morty et Everything Everywhere All at Once. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est souvent dans les films et les séries de multivers, t'as genre un ou deux univers qui se rencontrent et qui s'entrechoquent. Alors que là, dans Rick et Morty et Everything Everywhere All at Once, c'est le multivers est en constante connexion, les uns avec les autres, et en fait c'est établi, et c'est pas ça qui crée le problème en soi, c'est pas ça qui crée les fractures dans l'espace-temps, c'est plutôt les actions et des uns et des autres dans chaque univers. Ouais. Et c'est intéressant, c'est vrai que ça retourne un petit peu l'idée, ou ça l'emmène autre part. Bah ça l'emmène. C'est plus juste une pirouette narrative qui est utile, c'est que c'est l'objet de la narration et ça c'est cool. Est-ce que t'as des anecdotes liées au multivers? Bah moi, plus qu'une anecdote, je me posais la question à quoi ça ressemblerait genre. Tu ouvres une brèche dans un multivers, tu vas dedans et tu te rencontres toi, qui est le Michel du multivers. Le Michel du multivers a des cheveux courts, raides. Il est petit. Cherche qu'à faire le mal. Il est. J'aimerais pas me rencontrer dans un univers parallèle. Qu'est-ce qui serait l'opposé du Canada? Bon là on parle un peu de ton jumeau maléfique, mais. Oui. Faudrait trouver un truc en Amérique du Sud, peut-être. Ouais. Genre au Chili. En Asie du Sud. Il est franco-indien. Et le Louis de l'univers parallèle, il ressemblerait à quoi? Moi, je pense que il y en a pas. Si, en vrai, je pense qu'il y en a plein. Mais moi, ce qui me ferait encore plus marrer, c'est d'aller dans les univers où il y a même pas de Louis. Comme ça, tu peux prendre cette place. Non. Je suis le Louis de cet univers J'ai pas de pouvoir maintenant. de conquête dans des univers. Non, mais du coup, mais ce qui me ferait encore plus marrer, c'est des trucs encore plus fous, quoi. Où même les lois de la physique, elles sont complètement changées. Oui, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Parce que le truc d'aller voir une autre version de moi-même, ça aurait tendance plus à m'angoisser ou à me déprimer qu'autre chose. Avoir la version qui a réussi. Non, mais c'est ça, te dire, mince. Tu es la version si j'avais qui a fait réussi. ça. Et oh non, un autre qui est super chouette de film, j'y pense, c'est Cohérence. Qu'est-ce que Cohérence? C'est un film indépendant aussi. En fait, t'as pas mal de films indépendants sur les univers parallèles. Y a... Peut-être parce que ça offre une intrigue facile et pas chère. Où c'est des amis qui se retrouvent pour un dîner et il y a une comète qui passe dans le ciel et le passage de la comète crée des perturbations. Et je vais pas trop en révéler, mais c'est un peu en mode thriller, drame et c'est plutôt chouette. Ok, trop bien. Moi, c'est vrai que, du coup, c'est mon tour de donner une autre référence que j'avais oubliée. Il y a dans les bouquins de Greg Egan, qui est un magnifique auteur de science-fiction australien, que je vous recommande ultra chaleureusement, dont l'entité est pas vraiment connue à ce jour encore.
dans ces ouvrages, c'est souvent des personnes... Il y a parfois des personnages qui sont digitalisés, d'une certaine manière, dans des espèces d'univers informatiques, on peut dire ça, qui connaissent du coup des lois différentes, aussi dans ce que c'est que être un être humain et d'avoir une pensée. Et c'est super intéressant. Et du coup, justement, t'as notamment, je pense à la Cité des Permutants, par exemple, où il y a des personnages qui se font digitaliser à un moment donné. On peut dire ça comme ça, en tout cas leur conscience ou ce qu'il en reste. Et il y a toutes des nouvelles règles qui s'appliquent à ça et qui sont pour le coup de la physique très poussée, où moi il y a plein de trucs que j'ai pas compris, il y a plein de trucs où j'ai dû lire la documentation pour essayer de comprendre juste ce que j'étais en train de lire, et il y a des moments où j'ai juste abandonné en me disant ok, j'accepte le truc venir parce que je comprends rien. Et qui est super intéressant aussi sur ce côté où on est presque là dans l'univers parallèle pour le coup, et du coup ça implique aussi des temps parallèles, etc. Mais dans une acceptation, on est vraiment dans de la hard science-fiction, donc c'est peut-être une acceptation en tout cas qui théoriquement est possible, et ça c'est intéressant. Attention, instant philosophique, mais déjà avec notre présence sur les réseaux sociaux où on présente une autre version de nous-mêmes, et au travail, et puis avec le développement du métaverse, est-ce qu'on vit déjà pas dans un multivers? J'allais dire, est-ce que tu es en train de m'inventer le concept de métaverse? Mais d'une certaine manière, c'est aussi, si on entre dans ce cas-là, l'imagination est une forme d'univers parallèle qu'on a chacun à l'intérieur de nous, oui, qui est une réflexion, la réalité telle qu'on l'a là, cognitivement, telle qu'on l'aperçoit. Déjà, on l'aperçoit tous de manière différente, parce qu'on est cognitivement, on est câblé différemment. Même si on peut trouver des grandes constantes. Et puis, on a chacun des manières différentes de voir et d'imaginer des choses qui pourraient... Là, je vois une tasse de café, parce qu'on est le matin, on la voit pas de la même manière, peut-être qu'on projette des choses différentes dessus, et en soi, on pourrait dire qu'on vit aussi dans deux univers parallèles, même si on vit dans la même réalité, et ça, je trouve ça assez stimulant. Oui, tout à fait. Tiens, j'ai une petite anecdote sur les mondes parallèles. Quand j'étais enfant, il y avait une série qui passait à la télé qui s'appelait Sliders, les mondes parallèles, où t'avais... Non, c'était pas celle-là, ça c'est une autre. Okay. Ça s'appelait aussi les mondes parallèles ou un truc comme ça. J'en pense une où t'avais une espèce de femme rousse avec une armure japonisante qui envoyait des boules d'électricité. C'est une série australienne, je crois, oui. Oui, avec Bitch Trufignouk et Petra Jarrett. Petra Jarrett, c'est ça. Non, Sliders, les mondes parallèles, c'était en gros un mec qui inventait une espèce d'outil qui ressemblait à une télécommande qui créait des portails vers des univers parallèles, et forcément il se retrouvait coincé dedans, et après il essayait de retrouver le chemin vers son univers originel et sa maison. Et j'étais obsédé par cette série, j'avais 6-7 ans. C'est pas dans cette série où à un moment donné il mélange son ADN avec celui d'une grenouille et il nage super vite le 100 mètres? Peut-être. Non mais de toute façon c'était n'importe quoi. Parce que je sais pas quoi, il s'est enfermé dans un micro-ondes avec une grenouille, c'est plus des trucs complètement idiots. Non mais de toute façon c'était toujours n'importe quoi, mais en tout cas moi j'avais du coup reproduit cette télécommande qui permettait d'ouvrir des univers parallèles en carton, et du coup je courais dans la cour de récré avec ma télécommande en disant attention, le vortex va s'ouvrir. Pourquoi j'avais pas d'amis à cette époque? On peut dire aussi qu'on a nous-mêmes créé notre propre univers parallèle avec Gluey et Glitchell. Mais oui. C'est vrai. Qui viennent d'une autre dimension pour nous rendre visite l'épisode du 1er avril. Si vous êtes un peu courageux et courageuse, allez l'écouter, mais il faut un peu de courage. Oh, moi ça me fait rire. Moi aussi. Ben voilà, je pense qu'on a fait le petit tour de notre multivers. Le Peggy Sturm du multivers. Le SFU, Studio Flamboyance Univers. Ouais, c'est ça. SFM. SFPU, le Studio Flamboyance Podcastic Universe. Bah oui, j'ai envie de dire merci de nous avoir écoutés. Merci. On espère que cet épisode vous a plu et qu'on a 1 milliard de références à vous donner à chaque fois qu'on vous lance comme ça, mais j'espère que vous en saisissez, et dites-nous si vous avez regardé, écouté, lu des trucs à la suite de notre podcast, ça nous ferait super plaisir. Retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. On vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance.
notamment Matrimoine, un podcast qui parle de la transmission opérée par les femmes. Et oui, plutôt dans l'autre France, mais pas que. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez, en gros partout où vous le pouvez, mettez des commentaires, partagez. Non, pour de vrai, ça nous aide vraiment Oui, beaucoup. ça nous aide beaucoup. Popcorn et Gredou est un podcast du studio Flamboyance créé et produit par Louis Duruflé et Michel Rommel. Bisous et à très bientôt dans un autre univers.